Bienvenue sur Fréquence Eureka, le podcast qui explore tous les domaines de la gestion de l'entreprise et du dirigeant. La fiscalité, les ressources humaines, le juridique, la finance, la stratégie au service des moments clés de votre société. Produit par le groupe Eureka Pluriel, société de conseil, d'expertise comptable, d'audit et d'avocats, présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Entrepreneurs, dirigeants, passionnés par le domaine des affaires, vous êtes au bon endroit. Les conseils de nos experts et également les témoignages de nos clients vous attendent à chaque épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, donc je suis très content aujourd'hui de recevoir Philippe Anglade, avec qui je travaille quotidiennement maintenant, pour parler d'un sujet d'actualité, à la fois très connu et peut-être un peu mal connu des entrepreneurs et des investisseurs, qui est la crypto-monnaie. Où je suis content de l'accueillir, c'est que j'ai découvert qu'il connaissait très bien ce sujet, ce qui est quand même peu courant pour un expert comptable. Donc, merci à toi, Philippe, d'être présent et on va t'écouter sur ce sujet. Est-ce que tu peux d'abord dire un petit mot pour te présenter et puis après, je te poserai quelques questions pour guider notre échange. Bonjour Thomas, écoute avec plaisir. Donc, je me présente rapidement. Philippe Anglade, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis chef d'entreprise comme toi depuis 1999 et associé du groupe Eureka Pluriel aujourd'hui à tes côtés. Merci beaucoup Philippe. Alors ma première question, elle est assez simple, c'est est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es intéressé à la crypto-monnaie, qui est plutôt quelque chose que l'on croit plutôt à rattacher aux startups et pas aux experts comptables? Alors effectivement, c'est un sujet toujours un peu atypique. Et comme c'est souvent le cas, c'est simplement une rencontre qui m'a invité à m'intéresser à ce sujet par l'intermédiaire d'un de mes clients, puisqu'il est venu me voir un jour au bureau en me disant « Voilà, je voudrais que tu me dises comment fonctionne la fiscalité sur les crypto-monnaies ». Et là, je t'avoue, Thomas, que ça a été un grand blanc de ma part parce que les crypto-monnaies, je t'avoue que je n'avais même aucune idée de ce que c'était. Donc, soucieux d'essayer quand même de comprendre tout ça, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, qui n'est même pas pour moi un sujet, mais un univers à part entière, afin d'en comprendre les codes et les modes de fonctionnement. Très bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse en bon novice du sujet, c'est comment on fait concrètement pour acheter de la crypto-monnaie, tout simplement déjà. Comment tu peux nous dire qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, on va éviter de se précipiter, Thomas. Pourquoi? La crypto-monnaie fait souvent l'objet de publications médiatiques, notamment lorsqu'elle est en forte hausse ou en forte baisse. Et quand on veut investir dans la crypto-monnaie, eh bien, il faut peut-être essayer de savoir dans quoi on investit d'abord. Tu vois, aujourd'hui, on est plus ou moins habitué à entendre parler d'actions, donc on va investir sur des actions. Mais lesquelles? C'est quand même bien de savoir sur quelle entreprise on investit. On peut investir dans des fonds en euros, d'accord, mais est-ce que tu ne dois pas d'abord préalablement t'intéresser pour savoir ce que c'est qu'un fonds en euros? Un private equity, c'est quoi, etc. Et souvent, les gens ont tendance à investir sans vraiment s'intéresser au support qu'il y a derrière, à la réalité de ce que c'est. Et cette règle-là, bien entendu, elle est aussi valable dans l'univers des crypto-monnaies. Donc, mon premier conseil, c'est de ne pas se précipiter. Pourquoi? Souvent, on a la sensation qu'on va rater le train. On entend que d'un seul coup, le Bitcoin est monté, et on se dit, oulala, il est déjà monté, j'ai raté le train. Non, pas du tout. Parce que, comme il a commencé, qu'il valait que quelques centimes, le jour où il a valu $1000, celui qui n'était pas rentré, il croyait déjà qu'il avait raté le train. Sauf qu'aujourd'hui, il est aux environs des $70 000. Donc tu vois qu'en fait, il n'est jamais trop tard et surtout, il ne faut pas se précipiter. Donc il faut commencer par comprendre un petit peu cet univers, savoir ce qu'est la blockchain, comment ça fonctionne, et puis comprendre que finalement, derrière chaque crypto-monnaie, il y a une entreprise. Il y a une entreprise qui vend un service. Donc quel est le service qu'elle vend? Est-ce que je crois dans ce service? Est-ce que je crois dans la pérennité de cette entreprise?
Parce que il y a plein de crypto-monnaies qui existaient il y a 5 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que les entreprises ont vendu du vent et que, bien entendu, elles ont été amenées à disparaître. Donc pour moi, le premier conseil, c'est de s'intéresser vraiment à cet univers. Une fois qu'on décide d'y aller, c'est de s'exercer en simulation. Je dis voilà, j'ai 5 000 euros et j'investis sur un portefeuille fictif. Je suis mes petits cours sur Excel dans un premier temps pour regarder si je les avais vraiment engagés, ce que ça donnerait. Et j'essaye de suivre l'actualité. D'ailleurs, si vraiment je veux être efficace, je suis obligé de suivre l'actualité pour voir un petit peu comment je conserve, comment je vends, comment j'achète. Et ça aide d'abord à comprendre cet univers. Une fois que j'ai compris ça, alors je peux commencer à aller acheter de la crypto-monnaie. Et pour répondre à ta question, je vais aller acheter des crypto-monnaies sur ce qu'on appelle des plateformes. Donc il y a des plateformes référencées en la matière. La plupart sont à l'étranger. Donc dans les plus célèbres, je sais pas, on a Bitget, on a Binance, on a Swissborg, etc. Et donc on va choisir sa plateforme suivant plusieurs critères. Tout d'abord, le nombre de crypto-monnaies qu'elle met à notre disposition. La sécurité également, même si on n'est jamais certain, on peut toujours se faire hacker, le risque zéro n'existe pas. Et enfin, on va regarder également quels sont les frais qui sont prélevés par ces plateformes, de manière quand même à essayer d'aller sur celles qui sont le meilleur marché. Donc comment tu fais ? Tu vas sur une plateforme, tu ouvres un compte, tout comme tu ouvrirais un compte bancaire, et tu vas transférer des euros de ton compte bancaire sur la plateforme. La plateforme est donc considérée comme un compte bancaire, et comme en plus cette plateforme est très souvent placée à l'étranger, il est bien évident qu'en tant que particulier, lorsque tu le fais, tu dois déclarer ce compte ouvert à l'étranger dans le cadre de la réalisation de ta déclaration d'impôt sur le revenu. Donc tu as un imprimé 3916 à remplir. Ok. Donc ces plateformes, avant de parler d'entrepreneurs, ces plateformes, c'est pas comme des banques. Elles sont pas régulées par un organisme bancaire, que ce soit américain, européen. Elles sont en fait totalement indépendantes, si je comprends bien. Alors, elles sont tout à fait indépendantes, mais elles répondent à certains critères qui vont progressivement se resserrant, puisque aujourd'hui, il leur faut un certain type d'habilitation afin de pouvoir réaliser certaines opérations. Tout ça évolue au fil du temps, et c'est normal, puisque on a eu quelques catastrophes dans le monde de la crypto-monnaie. On a une plateforme FTX qui a explosé en vol il y a un peu moins de 2 ans maintenant, qui a jeté le doute, bien entendu, sur tout l'univers des crypto-monnaies, alors qu'en réalité, il s'agit du comportement d'un individu qui s'est servi de fonds posés par ses clients pour aller financer des projets incertains. Je crois qu'il a été condamné il y a quelques jours, d'ailleurs. Il a été condamné, effectivement, il y a quelques jours, à 35 ans de prison. Tout à fait. Est-ce que les grandes banques, elles n'ont pas la tentation d'acheter ces plateformes ou elles-mêmes de développer ces plateformes ? Alors pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas vraiment de banque qui se soit lancée là-dedans parce que ça les embête tout ça, la banque. Ils n'aiment pas quand tu investis dans les crypto-monnaies. D'abord parce que c'est de leur argent finalement qui leur échappe. Et puis, ça sous-entend une certaine liberté financière puisque tu fais tes arbitrages toi-même. Et on aime bien quand même te maintenir sous une forme de dépendance et de croyance qui fait que comme le système bancaire est incontournable, il n'y a rien d'autre qui existe. Je t'invite à aller voir ton banquier, à aller lui poser des questions sur son niveau de connaissance sur les crypto-monnaies et tu vas voir qu'elles sont asymptotiques de zéro. Est-ce que acheter de la crypto-monnaie, c'est comme acheter par exemple du dollar ou du yen ? Ou est-ce que c'est également acheter un moyen de paiement qui va peut-être passer sous les radars et qui va être dans ce qu'on appelle le dark web ? Enfin, la finalité pour un investisseur, j'ai envie de dire honnête,
comme toi et tes clients. C'est quoi la finalité? C'est détenir une monnaie comme ça pourrait être une autre monnaie étrangère, ou il y a une autre finalité? Alors tout d'abord, toutes les crypto-monnaies en réalité ne sont pas considérées comme des monnaies en tant que telles. Certaines sont considérées comme des monnaies, on appelle ça souvent des stablecoins, parce qu'elles sont adossées derrière, elles ont un collatéral qui est une monnaie. Donc quand tu investis sur certains stablecoins, quand tu poses l'équivalent $1, il y a $1 en banque en garantie de ce que toi tu as déposé. Donc là, on est bien sur des échanges avec de la monnaie. Pour le reste, les jetons, les tokens ont différentes qualifications suivant leurs caractéristiques. Donc certains se rapprochent de ce qu'on peut appeler une action. Certains même te donnent des droits de vote sur les projets. Donc c'est un peu comme une action, tu as le droit d'exprimer ton avis sur un sujet. D'autres s'en rattachent davantage à de l'art. C'était le cas l'année dernière, l'actualité dans les NFT. Alors après, je laisse tout le monde la libre appréciation de ce qu'est l'art, de toute manière. Mais en réalité, elles ne sont pas toutes considérées comme des monnaies. Voilà. Et il ne faut pas oublier que ce qui est fondamental dans les crypto-monnaies, c'est quand même le fonctionnement par la blockchain. Donc là, c'est quoi ? L'idée qui se cache derrière, c'est celle de la décentralisation. Aujourd'hui, une monnaie classique, elle est centralisée. Le dollar, il est émis par la Fed. D'accord ? L'euro par la BCE. Et en réalité, comment je produis un Bitcoin ? Eh bien, c'est décentralisé, puisque toi, demain matin, tu peux produire et générer un Bitcoin simplement en mettant à la disposition de la blockchain la force de calcul de ton ordinateur. Et tu es récompensé et rémunéré par des Bitcoins. Donc, tu vois, c'est quelque chose de très particulier. Est-ce qu'on peut maintenant s'intéresser à nos clients, les chefs d'entreprise, toi qui les conseilles, donc les personnes qui ont une entreprise dans le monde réel, si je peux me permettre de parler ainsi, est-ce que tu leur conseilles, dans le cadre de leur exploitation et la trésorerie dont ils disposent, de placer leur argent ou d'investir dans le Bitcoin, dans leur entreprise? Alors, je vais faire une réponse pas tranchée pour une fois. Non, je ne vais pas leur conseiller de faire ça. Il y a plusieurs raisons à cela. La première déjà, c'est qu'il faut quand même s'assurer que finalement dans les statuts de l'entreprise, on va autoriser le chef d'entreprise avec cette typologie de placement parce qu'elle reste quand même relativement risquée. Même s'il y a des moyens de limiter le risque, on pourra en parler après si tu veux, néanmoins ça reste risqué. Et alors entre associés, quand on gagne de l'argent on est content, parfois quand on en perd on est un peu moins. Donc, il est important d'avoir des statuts qui permettent de réaliser ce type d'investissement. Ça, c'est la première chose. Et puis après, tout le monde dit toujours que dans la crypto-monnaie, on n'investit que l'argent que l'on est capable de perdre. Et je ne pense pas qu'un chef d'entreprise, compte tenu du mal que l'on a aujourd'hui à gagner de l'argent et encore plus à l'économiser, ait vraiment beaucoup d'argent à perdre. Néanmoins, c'est possible. Il n'y a rien qui l'interdit. Bien évidemment. Donc le conseil, c'est toujours d'investir des montants quand même assez modestes par rapport à la trésorerie de l'entreprise. Et puis pour d'autres raisons aussi, c'est que au milieu de tout ça, une entreprise travaille avec son réseau bancaire habituel. J'ose pas imaginer comment ton banquier au quotidien qui gère tes flux prendra les difficultés de l'entreprise en matière de trésorerie, s'ils sont issus, ces difficultés, de mauvais placements dans le monde de la crypto-monnaie. Je pense que ce sera difficile de les appeler à l'aide dans ce cadre-là. Donc, moi, mon conseil, si on veut se lancer dans le monde de la crypto-monnaie, on prend ses responsabilités, on le fait soi-même en qualité de particulier, même si rien n'interdit de le faire dans le cadre d'une entreprise. Tu vas nous donner peut-être des exemples que tu as rencontrés dans le cadre de l'entreprise. Avant de parler effectivement des clients qui font le pas et des impacts après en termes de fiscalité, s'il y a des plus-values,
Moi, j'avais une question, peut-être que tu n'as pas la réponse, c'est par rapport aux impôts, à nos de l'administration fiscale. Est-ce que tu évoquais tout à l'heure, au niveau personnel, une déclaration particulière à faire? Est-ce que dans le cadre d'un investissement dans une société, est-ce qu'il y a des choses à faire et à déclarer? Est-ce que ça peut peut-être amener à allumer quelques boutons chez nos amis de l'administration? Alors oui, les obligations ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'on fait un investissement en crypto-monnaie en qualité de professionnel ou de non-professionnel. Sachant que tu peux aussi faire des investissements à titre individuel, être considéré comme professionnel dans certaines situations. C'est encore un autre sujet. Mais si je fais des investissements dans le cadre d'une société, on déroge aux règles habituelles de détermination des plus-values qui sont données pour les particuliers. Donc normalement, je vais commencer par le particulier pour avoir le comparatif. Comment ça se passe? Tu vas sur ta plateforme, tu envoies des euros, tu changes ces euros en crypto-monnaie. Lorsque tu revends ta crypto-monnaie, si les montants issus de cette vente restent dans l'univers de la crypto-monnaie, tu n'es pas taxé. Tu n'es pas taxé tant que ta crypto-monnaie n'est pas reconvertie en monnaie fiat, c'est-à-dire euros, dollars, livres, tout ce que tu veux. Donc, ce ne sont que des plus-values latentes tant que tu n'as pas converti tes cryptos en monnaie traditionnelle. Un peu comme dans un PEA pour une personne physique, en fait. Tu as l'enveloppe et tant que ça reste dedans, d'accord. Lorsque je suis une entreprise ou un professionnel, même particulier, à ce moment-là, par contre, ce ne sont pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent. Tu es taxable chaque fois que tu fais une cession sur la plus-value que tu réalises. Donc la plus-value doit se déterminer actif par actif, cession par cession. Donc ça peut rapidement être une usine à gaz, parce qu'on peut être amené à faire beaucoup de transactions. Dans ces cas-là, on a des outils qui nous permettent d'aller piocher ces informations sur les plateformes qui ont désormais l'obligation de laisser ouvert l'ensemble des transactions que tu fais pour pouvoir aller déterminer les plus et moins-values que tu as réalisées à date et au fur et à mesure. Dans ce cas-là, et de manière tout à fait habituelle, les plus-values sont éventuellement compensées par les moins-values que tu vas réaliser dans ce même univers de la crypto-monnaie. D'accord. Sachant que nos clients ont parfois réalisé déjà des investissements en ce qu'on appelle en valeur mobilière de placement. Donc on connaît ces questions de plus-value. Tout à fait. Il y a également la notion de plus-value latente. Est-ce que ça touche aussi les cryptos ou pas? Non. D'accord. La plus-value latente, elle, n'est pas taxée. Qui est un traitement fiscal un peu toujours particulier. Un peu dérogatoire. D'accord. Donc, ce qui je comprends bien, quand on est dans une entreprise à l'impôt société, oui. En cas de cession de crypto, on va dégager une plus-value qu'il faudra taxer, ligne, ce qu'on appelle pour chaque titre. Tout à fait. Voilà. Il y a un suivi, j'imagine, comme les banques font aujourd'hui, elles nous envoient en fait une forme de plus-value par ligne d'investissement plus ou moins. Alors c'est peut-être plus ou moins précis. La seule différence, c'est que là, la banque t'envoie rien, c'est à toi d'aller chercher les données sur ta plateforme. Bon, c'est très clair. Donc, plus-value en crypto-monnaie égale impôt société dans une société à l'impôt société. Tout à fait. Parfait. Au taux de 25%, je rappelle, le taux court terme de l'impôt société. Il ne faut pas quand même négliger cet aspect de imposition cession par cession, parce que souvent, dans le monde de la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, ça peut rapidement être complexe si on ne s'équipe pas des outils nécessaires. Toi, tu parlais d'un client à toi qui t'avait demandé ton avis. Il l'avait fait lui-même? Il ne l'avait pas fait lui-même, simplement il avait fait des placements, notamment c'était pendant notre épisode de confinement avec le Covid. Et il avait, on peut le dire, gagné beaucoup d'argent à un moment donné. Et donc se posait quand même le problème de la taxation, du moment de la taxation et de la base de la taxation. Ça, pour le particulier, c'est globalement assez simple. C'est-à-dire que, comme je te l'ai indiqué, la règle de base, c'est que finalement,
les cessions d'actifs numériques ne sont pas taxables tant que ce sont sur des échanges crypto-crypto. Ça, c'est clair. C'est clair. Et si on transforme en euros? Si je transforme en euros, alors déjà, comment je fais? Je suis sur ma plateforme, je transforme ma crypto-monnaie au cours du jour en euros et je fais un transfert de fonds de la plateforme sur mon compte bancaire. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. D'accord. Sachant que je transfère ou pas sur mon compte bancaire, à partir du moment où j'ai reconverti en euros ou en dollars, etc., je suis taxable. OK. Voilà. Donc, à quel taux? Alors, comment ça se passe? Comment on déclare? C'est la flat tax, c'est 30%. Okay. Comme sur des titres. Le problème, c'est la détermination du montant de la plus-value. Donc là, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir gardé un historique de ce que l'on a investi sur la plateforme. Donc ça, c'est considéré comme étant le coût d'achat. Le jour où je convertis mes cryptos en euros, par exemple, je dois regarder quelle est la valeur globale de mon portefeuille ce jour-là. Et donc, je fais un ratio entre la valeur de ce portefeuille et l'investissement initial qui détermine si je suis en plus ou en moins, bien évidemment. J'applique ce ratio à mon prix de cession et c'est le moyen que j'ai de déterminer ma plus-value. Donc c'est une forme de coût moyen pondéré? On est d'accord. C'est un coût moyen pondéré, mais sur l'ensemble des placements que j'ai faits. Non pas crypto par crypto. C'est clair. Donc ça veut dire qu'il y a, ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, quand on a des placements actions dans une banque, à la fin de l'année, ils nous envoient un relevé pour nous préciser les plus-values de l'année. C'est ce qu'on déclare dans notre petite case. Là, ce que je comprends, c'est que c'est un peu plus complexe puisqu'il y a un travail individuel à faire. Oui, il faut l'anticiper. Donc là, Excel, c'est magique. Hein. Je viens répertorier au fur et à mesure du temps l'ensemble de ce que j'ai basculé sur mes comptes perso, sur les différentes plateformes que je peux avoir. Et ensuite, lorsque je sors, je dois marquer la valeur globale de mon portefeuille au moment où j'ai fait ma conversion en monnaie fiat. D'accord, donc il faut quand même un suivi, il faut être rigoureux quand même dans ce... Ah oui, il fait un peu de rigueur. Voilà, c'est pas quelque chose pour tous les investisseurs. Il faut quand même être capable de suivre ce qu'on investit et puis en cas peut-être de contrôle un jour personnel, parce que sur ces sujets on a des contrôles, de démontrer les bons calculs de plus-value. Bon, mais moi ce que je retiens, c'est que ça me semble assez clair de comment investir en crypto sur des plateformes, alors après à choisir la bonne bien sûr, et peut-être de retrouver ensuite ces sous en euros, qui semble en fait, de par ton expérience, finalement assez simple, entre guillemets. C'est un virement de compte à compte. Voilà, que les clients entrepreneurs, il faut quand même être prudent, parce qu'il y a des risques qui sont plus forts que sur des investissements dans des fonds équilibrés, hein, ce qu'appellent les banquiers. Et que fiscalement, dans les entreprises, il y a une fiscalité similaire aux plus-values sur les titres que l'on connaît de valeur mobilière de placement. Donc, conclusion, est-ce que tu conseilles aux investisseurs qui écoutent, aux entrepreneurs d'y aller ou pas sur ces cryptos? Moi, je leur conseille d'y aller, mais plutôt de manière individuelle, personnellement. Sachant qu'on n'est pas rentré dans les détails parce que sinon c'est assez long, mais il faut savoir que les modes d'imposition, il y en a plusieurs, suivant la nature des revenus, quand même, que l'on retire du monde des crypto-monnaies. Parce que là, Thomas, nous n'avons parlé que des revenus issus de cession d'actifs numériques, mais il y a d'autres types de revenus. Il y a ce qu'on appelle les revenus de stacking et de mining. Donc ça, ce sont les revenus qui sont versé aux validateurs des crypto-monnaies. C'est-à-dire que demain, tu achètes quelques ordinateurs pour valider du Bitcoin, tu es rémunéré en Bitcoin, tu as une fiscalité spécifique qui s'applique, qui est celle des BNC. Voilà, donc tu vois, c'est comme les médecins. Comme les médecins, tu peux même être en micro-BNC si tu veux, hein, c'est tout à fait applicable.
Si jamais tu es considéré comme professionnel parce que tes seuls revenus sont issus du monde de la crypto-monnaie, parce que tu utilises des moyens et que tu as mis en place des stratégies telles que tu peux être assimilé à un professionnel, c'est plus la flat tax qui s'applique, c'est aussi le régime des BNC. Et enfin, il faut savoir que dans le monde de la crypto-monnaie, tu peux retirer beaucoup d'autres types de revenus. Il y a des revenus qui sont dans le domaine du jeu, puisque tu as certains gamers qui sont également rémunérés en crypto-monnaie. Donc dans le jeu, pour l'instant, c'est pas taxable. Tu peux placer tes fonds et y porter intérêt. J'ai regardé ce matin, si tu places sur un stablecoin, c'est un jeton dont la valeur ne varie pas. Sur une certaine plateforme, ce matin, tu pouvais placer à 18%. Donc les revenus de ce lending, eh bien, eux, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au fur et à mesure où je les perçois, même si je ne les ai pas convertis en euros. Tu vois, donc il y a plein de régimes spécifiques qui peuvent s'appliquer. Ensuite, certaines plateformes mettent à disposition des cartes bancaires. Comme tu as ta carte BNP, tu peux avoir une carte Binance, etc. Eh bien, si tu vas faire tes courses et que tu payes en crypto-monnaie, on considère que tu as converti en euros, donc tes plus-values deviennent taxables, etc. Donc tu vois, on est dans un univers qui est quand même relativement complexe, qui nécessite quand même de bien se renseigner. Il y a encore d'autres typologies, il y a les NFT, etc., les revenus des NFT, comment est-ce que je les taxe? Pour l'instant, c'est toujours du 30%. Et puis, si vraiment tu veux échapper à l'impôt, je te propose d'aller t'installer au Luxembourg, en Suisse, ou en Allemagne, où là-bas, quand on détient des actifs depuis plus d'1 an, les plus-values sont exonérées. Tu peux aller aussi au Portugal, donc tu vois, il y a d'autres destinations que la France. C'est toi qui vois. Écoute, je te remercie beaucoup, Philippe. Au début, tu as parlé d'un univers, et c'est vrai que quand on ne connaît pas bien ce monde des cryptos, on a un petit peu aperçu l'univers auquel tu évoquais, surtout ce que tu viens d'exprimer à la fin. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que il faut être bien conseillé. Donc, je recommande aux écouteurs, aux gens qui écoutent, aux auditeurs, pardon, de se rapprocher de toi. On mettra ton numéro sur le podcast. Et je pense que c'est pas courant que des experts comptables maîtrisent bien ce secteur. Donc, franchement, je te félicite et je suis assez impressionné quand même. Merci Philippe, merci à toi. Eh bien, écoute, je te remercie. À bientôt. À bientôt.